Bonjour, j'ai le plaisir de démarrer cette présentation commune aux écoles des mines d'Alès de Saint-Étienne et de Paris sur la ressource en eau à l'échelle des bassins versants. À l'échelle des bassins versants, la ressource en eau s'inscrit dans le cycle de l'eau dont on vient d'entendre parler, qui conceptualise les flux d'eau dans l'écosystème terrestre. La majorité de l'eau provient de l'évaporation sur les surfaces océaniques, qui va ensuite précipiter sur les surfaces continentales sous forme de pluie ou de neige. Cet apport en eau va être repris d'une part en majorité par l'atmosphère via de l'évaporation, et l'eau résultante, appelée pluie efficace, va d'une part ruisseler vers les grands cours d'eau continentaux, et d'autre part, pour environ 10% de la pluie totale pour les milieux tempérés, s'infiltrer vers le milieu souterrain pour constituer la ressource en eau souterraine, appelée aussi aquifère. Cette ressource en eau est très peu conséquente en termes de volume. Les estimations actuelles montrent qu'on a environ 12 000 km3 d'eau qui sont recyclés tous les ans à l'intérieur de ce cycle. Et sur ces 12 000 km3 d'eau, les sociétés humaines prélèvent environ 4 000 km3 d'eau par an. Sur ces 4 000 km3 d'eau, environ la moitié, donc 2 000, sont consommés par les sociétés humaines pour leurs usages en termes d'alimentation en eau potable, pour les activités industrielles, l'irrigation agricole ou encore la production d'énergie. Une des grandes questions actuelles est le devenir de cette ressource vis-à-vis du changement climatique. Et c'est dans ce cadre que nous inscrivons nos recherches en termes d'instrumentation de terrain pour monitorer le devenir de la source, mais aussi modéliser en termes quantitatifs l'évolution de cette ressource dans les bassins versants. À cet effet, nous utilisons des modèles à base physique distribuée avec lesquels nous pouvons établir des bilans hydrologiques à l'échelle des bassins. Ici, je vous illustre nos travaux sur le domaine aquifère de la Loire centrale qui recouvre environ 45 000 km². Nous avons modélisé à la demande d'EDF le devenir de la ressource dans ces trois entités aquifères afin d'essayer de comprendre quelle était la recharge à l'étiage, donc en termes de basses eaux, de la Loire centrale pour le refroidissement des centrales nucléaires qui sont représentées ici par des petits carrés rouges. Il apparaît, suite à cet exercice de modélisation, donc avec environ 50 000 mailles représentant le système aquifère, que les deux aquifères de surface, donc de la Beauce en ocre et de la Craie en vert clair, sont en légère surexploitation avec un stock qui, en moyenne sur 35 ans, diminue de environ 50 millions de mètres cubes par an dans chacun de ces deux aquifères. Donc une activité anthropique qui prélève dans les aquifères ici, via des pompages, environ 450 mètres cubes par an, qui ont pour conséquence de prélever tous les ans un petit peu de la ressource disponible. Ces modèles quantitatifs peuvent être couplés avec des modèles agronomiques afin d'estimer la contamination de la ressource. Pour illustrer cet exemple, je vous présente les travaux de recherche qui ont été menés sur le bassin de la Seine, avec ici représentés à droite les 6 aquifères principaux du bassin, donc la zone tertiaire ici au centre, avec l'aquifère de la Craie en vert. Donc la superficie de ce bassin est d'environ 65 000 km², pour lesquels le modèle Odyssée a été couplé avec un modèle agronomique STIX développé par l'INRA, ce qui a permis d'avoir une image de la contamination de ces aquifères de surface par les flux de nitrates apportés par les intrants agricoles. On voit ici, dans la gamme de jaune vers le rouge, les eaux souterraines qui sont contaminées au-dessus du seuil de potabilité des eaux de 50 mg par litre. Des travaux ont été menés à l'échelle d'un petit bassin versant ici du Grand Morin, sur le bassin parisien afin d'essayer de quantifier le devenir de ces nitrates dans l'hydrosystème du Grand Morin.
il apparaît que pour un flux de nitrate apporté au système aquifère de 100%, on a 40% de ces nitrates qui vont être exportés par les rivières, 40% du flux qui va être stocké dans le système aquifère et 20% de ces nitrates qui sont éliminés du système au sein des interfaces nappe-rivière. Cela nous a amené à réfléchir sur la nature de cette interface nappe-rivière qui a en fait une dimension multi-échelle avec des objets qui s'emboîtent les uns dans les autres en fonction des échelles d'études. À l'échelle d'un grand bassin versant, cette interface nappe-rivière va être constituée par une plaine alluviale qui résulte de l'histoire hydrosédimentaire du bassin. Dans cette plaine alluviale, la rivière divague, créant des méandres entre lesquels des eaux vont s'échanger entre différents bras du réseau hydrographique. Et puis, cette rivière, au niveau local, va échanger avec la plaine alluviale via une zone qui s'appelle la zone hyporheique, qui est une zone de mélange entre les eaux de surface et les eaux souterraines, qui contrôle grandement le devenir des éléments chimiques dans le système. Pour étudier plus précisément les flux dans cette interface nappe-rivière, nous avons développé des approches d'instrumentation de terrain basées sur l'utilisation de la température comme traceur des écoulements. À cet effet, nous implantons des systèmes de mesure de pression et de température dans le fond de la rivière et dans les aquifères afin de pouvoir déterminer les propriétés hydrodynamiques de cette interface par inversion en utilisant des modèles de transport couplé d'eau et de chaleur. En distribuant ces stations de monitoring des flux à l'échelle d'un réseau hydrographique, comme c'est le cas ici pour un petit réseau hydrographique d'une dizaine de kilomètres carrés, on peut estimer localement des flux d'eau et ensuite extrapoler ces flux pour déterminer les bilans hydriques du système. Il apparaît que pour cette zone centrale du bassin parisien où le réseau hydrographique incise les aquifères, des pertes du réseau vers les aquifères apparaissent de l'ordre de 20% des apports d'eau au réseau hydrographique. Cela a un impact significatif puisque en termes de flux total échangé entre le réseau hydrographique et les aquifères, le fait de prendre en compte ces recirculations fait qu'on a un flux d'eau échangée absolu qui est de l'ordre de 40% plus grand que le flux d'eau net échangé entre l'aquifère et la rivière. Ça a donc des conséquences dans la capacité des modèles à simuler l'élimination des contaminants dans cette interface. Nous avons aussi réfléchi sur la nature et la manière de modéliser cette interface à l'échelle des grands bassins versants. Ici, cette problématique est illustrée par le bassin de la Seine, où nous avons pu estimer les échanges entre 14 000 km de rivière, ici représentés sur ce graphe, avec les 6 unités aquifères que je vous ai présentées sur le bassin de la Seine, en prenant en compte les prélèvements anthropiques, on s'aperçoit que ces prélèvements ont pour effet de modifier le sens des échanges sur le réseau hydrographique pour environ 15% des masses de cours d'eau qui apparaissent ici en rouge et orange. Naturellement, le réseau hydrographique devrait en fait drainer la totalité des eaux souterraines, mais les activités humaines ont pour effet de modifier ces échanges. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Didier Graillot qui va vous présenter les travaux au sud de la Loire. Merci Nicolas. Donc effectivement, cette interface nappe-rivière, on a parlé ressources et réserves en eau hier donc dans la table ronde, c'est une zone névralgique de ce qu'on appelle la zone critique. Donc c'est vrai que si on regarde ce qui peut se passer si on n'est pas capable de maîtriser donc, ces relations entre les eaux souterraines et les eaux superficielles, on peut avoir, on y voit très bien sur ce schéma que si l'eau de la rivière baisse, on peut avoir un décrochement des nappes d'eau souterraines par rapport aux eaux de surface, moins de réalimentation dans les captages et créer de véritables problèmes de ressources ou de réserves utilisables. On peut avoir aussi donc des problèmes de pollution si on a une pollution dans la rivière et une fragilité de la nappe et vice-versa.
Donc en fait, cette thématique a fait l'objet d'un projet collaboratif, puisqu'on travaille donc avec Nicolas, Mines ParisTech, l'IRSTEA, le BRGM et puis d'autres UMR, 5023, pour essayer justement de voir comment on pouvait construire une méthodologie pour essayer de bien appréhender ces échanges. Donc c'est un projet interdisciplinaire donc, où se sont impliquées plusieurs agences de l'eau, l'Office national pour l'étude des milieux aquatiques, donc l'ONEMA. Donc c'est un projet que coordonne mon collègue Frédéric Parent et qui était assez intéressant puisque donc il va associer des disciplines de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, de la biologie et de la géochimie. Donc en fait, ce qu'on essaye de voir, c'est avec des données donc, sur les cours d'eau, sur les nappes, comme vous a montré Nicolas, donc comment on peut générer effectivement donc, des débits hypothétiques d'échange qu'on va ensuite essayer de confirmer avec ce qu'on appelle d'autres métriques, d'autres dimensions, et en particulier la dimension biologique. Donc essayer de voir si on a des bioindicateurs, en quelque sorte, qui sont significatifs de ces échanges entre la nappe et la rivière. Donc ça, c'est un diagnostic qui est préliminaire, donc qui va être fait. On va utiliser aussi d'autres métriques biologiques, comme la végétation aquatique, qui peut être aussi révélatrice d'apports phréatiques dans les rivières. Pas l'inverse, mais sur ce sens-là, on peut le faire. Et puis, en fin de compte, la géochimie aussi, qui va nous permettre de connaître les altitudes de recharge de l'eau de rivière, les temps de transfert aussi dans les nappes. Donc, tout ces dimensions, donc en essayant de pouvoir conclure effectivement sur les échanges entre la nappe et la rivière avant d'annoncer des débits de quantification. Alors juste un exemple sur un autre bassin. Ici, il s'agit du Rhône dans la région de Donzière-Mondragon. Donc à droite, vous avez une dérivation du Rhône, à gauche, donc le Vieux-Rhône. Et on est capable aujourd'hui de réaliser des cartes synthétiques à partir des dimensions et des métriques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent en rouge de voir donc, la contribution de la rivière aux nappes phréatiques et en vert donc, la contribution de la nappe phréatique aux rivières. Alors c'est important parce que sur ces territoires, il y a des enjeux. On a des centrales nucléaires, effectivement, qui ont besoin d'eau froide pour refroidir leur système. On a aussi des installations industrielles qui ont besoin d'eau pour leur process. Et puis, on a aussi des projets d'irrigation. Donc, il faut essayer de voir dans quelle mesure les ressources donc, et les réserves sont disponibles pour assurer donc, ces différentes activités. Donc, bien sûr, ça c'est une carte synthétique et qui doit se superposer donc, à d'autres cartes, d'autres thématiques donc, qui vont permettre de voir où se situent les prélèvements aujourd'hui, où ils peuvent se situer dans le futur, pour essayer d'avoir une gestion raisonnée et donc durable dans le temps de la ressource et de la réserve. Voilà. Donc ça a fait l'objet aussi d'autres types de projets, en particulier donc, un projet ANR donc, sur changements environnementaux planétaires ou aussi donc sur d'autres types de bassins versants. Il s'agit ici de l'Ain. Donc on a utilisé ces différentes dimensions biologiques et hydrogéologiques donc pour essayer de prévoir dans l'avenir quel serait l'impact de changement climatique donc sur effectivement les échanges nappes-rivières et donc les réservoirs de biodiversité que peuvent représenter les bras morts, les launes autour de ces objets hydrosystémiques un peu complexes. Donc ça c'est un autre type de projet qui a été réalisé, qui est terminé maintenant et qui a donc mis en œuvre un certain nombre d'outils. Donc on a parlé de NewSam, de Métis, ça a été cité. Là, il s'agit d'autres types de modèles, mais qui fonctionnent sur le même principe et qui permettent autour de la rivière d'Ain, donc en projetant un certain nombre de zooms sur des secteurs qui sont sensibles en termes de vulnérabilité, donc des prévisions piézométriques en fonction de scénarios du GIEC désagrégés à l'échelle de 8 km pour voir à des horizons de 2040 et 2070 ce que pourraient devenir ces zones-là. Donc il y a des enjeux qui sont quand même assez importants. Alors bien sûr, les méthodes qui sont développées à partir donc, de ces différentes métriques ne sont pas forcément utilisables partout. Le long du Rhône ou sur des aquifères alluviaux, on peut utiliser des modèles distribués maillés, on peut aussi utiliser des modèles relativement simplifiés basés sur l'analyse géomatique en fonction de la caractéristique des milieux poreux qui jalonnent donc ces rivières. Mais pour d'autres types de conditions, c'est un peu différent. Là, je vous présente donc
un autre travail qui a été fait en collaboration aussi avec l'école des mines d'Alès, donc sur les interfaces qui peuvent exister entre des massifs fissurés, en l'occurrence ici karstiques, et puis les rivières. Il s'agit d'un affluent du Rhône, donc où il y a des enjeux touristiques puisque les gens utilisent la rivière donc, pendant l'été. Il y a aussi des problèmes d'irrigation, il y a aussi du foncier puisque tout le monde veut habiter maintenant dans le sud. Le problème c'est que aux périodes où il y a moins d'eau, c'est là où il y a le plus de monde. Et quand il n'y a personne, il y a des crues. Donc comment essayer d'organiser les transits et la gestion de la ressource, ça nécessite de savoir comment se font les écoulements. Donc là, possibilité de collaborer avec nos collègues de l'IMT et des télécoms pour essayer de voir comment on peut intégrer ce type d'information qui est une photographie infrarouge thermique et qui nous permet de déceler les contributions donc, sur des zones de sources donc, qui vont venir des massifs et alimenter la rivière. On va pouvoir identifier aussi donc, sur des couleurs plus chaudes donc, des pertes de la rivière dans le massif karstique. Donc tout ça, c'est de la connaissance qu'on va essayer de générer à l'aide de différents outils. Donc la thermographie infrarouge. Alors bien sûr, il y a des campagnes différentes, l'été, l'hiver, l'eau souterraine et sténotherme, elle a toujours la même température en moyenne. Et donc l'hiver, on va avoir donc, une eau plus chaude qui va couler dans la rivière et vice-versa pendant l'été. C'est intéressant aussi d'utiliser la biologie, parce que comme on l'a vu tout à l'heure aussi, il y a certains des organismes, des invertébrés souterrains, donc, qui vont aussi s'adapter dans le milieu souterrain et se retrouver dans la rivière. Donc ça va être significatif de zones et d'endroits où on a des circulations privilégiées. D'autres types de techniques là, qui sont plus adaptées, qui sont les traçages. Donc là, des exemples de traçage dans la rivière pour voir donc, et identifier les pertes au niveau de ces systèmes-là. Donc la protection de la ressource en eau, bon là on raisonne aussi en milieu assez anthropique, elle est aussi indépendante de ce qu'il y a sur le sol. Donc c'est vrai qu'à Saint-Étienne, on s'intéresse aussi, on en a parlé aussi hier, donc aux gisements que constituent les résidus d'aciérie, les laitiers de l'hydrométallurgie par exemple, pour voir comment on peut protéger les ressources en eau et en particulier les nappes, donc qui vont ensuite s'écouler dans des rivières. Donc ça c'est un autre axe qui est important et qui fait l'objet de différents sites instrumentés et pilotes en la matière. Donc sur les outils, et en particulier ceux développés par les mines d'Alès, ça amène aussi au niveau scientifique à développer d'autres types de méthodes de modélisation. Donc, pas forcément de la modélisation distribuée hydrologique, parce que c'est très difficile sur un massif fissuré karstique de déterminer la physique des écoulements. Là, on va plutôt utiliser des modèles statistiques. Alors, je ne suis pas spécialiste des réseaux neuronaux, mais mes collègues d'Alès ont développé des outils qui sont assez prometteurs et qui permettent d'avoir des bonnes corrélations pluie-débit, tout en tenant compte des interactions entre les nappes karstiques et puis les cours d'eau dans lesquels coulent ces cours d'eau. Donc c'est assez intéressant parce qu'on arrive aujourd'hui, donc les réseaux neuronaux sont assez utilisés et il faut quand même travailler sur l'adaptation à ce type de contexte avec des architectures spécialisées qui permettent de faire ce qu'on appelle un apprentissage supervisé des techniques, des réseaux de neurones et de les contraindre en intégrant non seulement les pluies en entrée pour déterminer les niveaux d'eau en sortie, mais en intégrant aussi d'autres paramètres comme l'évapotranspiration. Donc ce type de méthode a été utilisé par exemple sur un autre bassin versant qui est assez connu donc, au nord de Montpellier sur le Lez qui alimente toute la ville de Montpellier. Et on peut voir donc sur ces courbes-là un ajustement relativement correct entre ce qui est calculé par le réseau neuronal et puis ce qui est observé sur le terrain. Donc des études et des recherches à poursuivre dans ce domaine-là. Voilà, alors en conclusion, pour terminer, on s'aperçoit que sur cette problématique d'échange nappe-rivière, qui est très liée à la qualité de la ressource en termes de quantité, et puis aussi en termes de qualitatif, de qualité, donc, à l'échelle de bassin versant, on est sur une problématique scientifique qui est quand même, là j'ai mis pluridisciplinaire, mais trans et inter. Par rapport à cette question, j'ai un peu une réponse. Si vous faites du transdisciplinaire, est-ce que vous êtes capable de générer de la connaissance qui n'appartient pas forcément à la biologie ou à l'hydrologie?
et pour lesquels il est très difficile de publier. Si vous faites de l'interdisciplinaire, c'est qu'on s'intéresse un peu au même objet, mais on travaille un peu en parallèle et on confronte un peu les résultats à la fin. Enfin, ça, c'est une interprétation un petit peu personnelle. Mais en tout cas, sur ces questions-là, on ne peut plus travailler tout seul en termes d'hydrologue, d'hydrogéologue ou de biologiste. Ce qui est important, c'est de s'associer, de travailler sur le même objet et d'arriver à des conclusions donc, qui permettent aux gestionnaires par la suite donc, de prendre des décisions. Donc en fait, des collaborations dans l'Institut, il y en a déjà et on espère qu'elles pourront se développer avec nos collègues des télécoms parce que, comme on l'a vu, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de sites instrumentés et donc se pose la question d'organiser ces données et de pouvoir les articuler avec des systèmes de simulation pour faire des prévisions dans le futur. Voilà, on vous remercie.